Bonjour, vous vous souvenez que tout est support, tout est système, tout est suggestion? Une thérapie, c'est un système et au sein de ce système, l'un des quatre éléments fondamentaux, indispensables, s'appelle protocole. L'intérêt de celui qui veut y voir clair derrière les appellations, c'est de déshabiller les systèmes de leur protocole et de découvrir ce qui se cache derrière. Autrement dit, de remonter aux principes thérapeutiques lorsque ces principes existent véritablement. Et là, surprise, parce que celui qui aurait pris la peine de réaliser ce travail de déshabillage parviendrait à un résultat surprenant. Ce constat, c'est qu'il existe des centaines de systèmes à vocation thérapeutique, mais qu'il existe seulement une toute petite poignée de principes thérapeutiques. Et la frontière entre les deux, eh bien, c'est toute la différence entre la croyance et la connaissance. Et quand je parle de connaissance, je parle bien évidemment de ce qui est objectivable. Alors, ouvrons notre dictionnaire de la langue française et cherchons la définition du mot objectivable. C'est un adjectif et qui signifie qui peut être objectivé, qui se rapporte à un fait fondé sur la vérification expérimentale et à propos duquel un accord peut s'établir. Bien, maintenant cherchons un autre mot, cherchons la définition du mot objectivation. Objectivation, processus par lequel la connaissance tend vers l'objectivité et prend donc une valeur universelle. Voilà, il me semble que les choses sont claires et qu'elles devraient l'être encore davantage pour un thérapeute. Alors on pourra bien sûr m'objecter que pour qu'une idée soit validée, pour qu'elle devienne une connaissance, il faut bien qu'au départ il y ait eu une hypothèse, une théorie, une idée, bref, une croyance. Nous sommes d'accord. Encore faut-il que la croyance en question soit au départ présentée comme une hypothèse et non pas comme une certitude. Encore faut-il qu'elle ne soit pas dès le départ affirmée comme valide. Encore faut-il qu'elle ne soit pas l'objet d'un prosélytisme borné ou passionné. Vous voyez, la croyance, c'est une affirmation tenue pour vraie sans l'ombre d'une preuve valide. C'est donc quelque chose de tout à fait personnel. C'est quelque chose qui doit relever exclusivement de la sphère privée et qui ne doit en aucun cas venir polluer la sphère publique. Ce qui fait, quand on y réfléchit, ce qui fait le bien vivre ensemble dans une société, ce qui fait que l'humanité progresse, c'est le partage de la connaissance. C'est pas les impasses, les intoxications, les retards, les régressions occasionnées par les croyances. Alors à titre d'exemple, et puisque nous parlons de thérapie, euh, pensez à ces milliers de livres, d'articles, de théories fondées sur le fait qu'une phobie, par exemple, une idée fixe, ou encore un symptôme cinématéria, seraient des manifestations finales, au même titre qu'une grippe ou une gangrène. Voilà typiquement des affirmations qui s'auto-alimentent, qui s'auto-entretiennent et qui donc finissent par s'auto-crédibiliser alors que ce ne sont que des croyances. Une phobie, ça ne s'attrape pas. Une phobie possède une fonction dans notre économie psychique. C'est une organisation utile, une espèce de verrou protecteur, adaptatif, dans le sens où l'objet phobique nous protège d'une angoisse bien plus dévastatrice. Si vous voulez, c'est un vêtement de camouflage qui cache à notre vue une horreur bien pire encore que l'objet qui suscite notre terreur. Encore un exemple. Dans la même catégorie, on pourrait parler de la théorie, ou plutôt des théories du complot, les affirmations du genre on nous cache tout. En fait, sous couvert d'esprit critique, ces croyances ne sont en fait que des moyens très primaires de canaliser
l'angoisse des foules. Croire qu'on nous cache des choses, c'est ne pas vouloir voir que nous cachons des choses. Croire qu'une organisation secrète, politique, religieuse ou autre agit dans l'ombre, ça nous permet de donner un visage, un nom à une angoisse que nous ne pouvons pas nommer. Alors, oui, l'esprit critique est indispensable à la santé mentale de l'individu et de la société tout entière. Mais justement, l'esprit critique doit se fonder sur ce qui est objectif, prouvé, et non pas boire à la source de l'irrationnel. Être dans la réalité, c'est arrêter de croire que une approche thérapeutique, quelle qu'elle soit, pourrait soigner telle ou telle affection. Nous ne sommes pas dans le domaine de la pharmacologie où l'antibiotique X ou Y aurait une affinité particulière pour la gorge. La thérapie ne soigne pas des phobies, des dépressions ou encore des maladies de peau. La relation thérapeutique soigne des patients, des sujets uniques, tous différents, et qui vivront chacun une thérapie unique. C'est là l'aveuglement de l'INSERM, quand en 2005, il a prétendu comparer les mérites de quelques approches thérapeutiques. L'étude était forcément biaisée d'avance et n'a fait qu'ajouter de la confusion dans l'esprit du public. C'est de l'irresponsabilité de la part d'une institution qui devrait être irréprochable sur le plan de la validation scientifique. Malgré de telles errances, aucun thérapeute aujourd'hui ne peut dire « je ne savais pas ». Il faut choisir. Et même s'il est parfois utile de ne pas tout dire aux patients, eh ben, le praticien porte une lourde responsabilité. Cette responsabilité ultime de transmettre d'une façon complice de la croyance ou de la connaissance.